Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est oui. normal. Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Jamais là, à l'heure. Non mais Val, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais pour le live de Moël. Mais non mais Val, il y a le ring là. Ah merde. J'y vais, j'arrive. Salut à tous et bienvenue dans le Ring 3. Aujourd'hui on va se demander si la culture française est en danger, si elle se mondialise, si c'est une très bonne chose ou si à l'inverse ça nous fait peur. Avec deux invités. D'un côté Danny Caligula, youtubeur et streamer qui traite tout un tas de sujets de culture allant de Camus, Nietzsche jusqu'à Kerry James ou Niro. Tu veux dire que dans les quartiers ils font quoi? Ils écoutent du rap marocain? Bah non, ils écoutent du rap français. D'un autre côté, Guilhem Carayon, ancien président de l'Uni à la Sorbonne et des Jeunes avec Aubert, aujourd'hui fondateur d'un collectif Juventas, qui permet une concertation des idées pour les faire remonter aux politiques de premier plan à droite. Tu peux pas me comparer quand même Médine à Victor Hugo, c'est quand même pas la même... Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. Vous êtes prêts? Anto, t'es prêt toi? Ouais, je crois que c'est bon là. Ok, bon on se retrouve dans le débat. Go! Salut à tous, nous voici donc au cœur du débat, dans le Ring 3, avec Danny Caligula. Salut. Bonjour Danny. Salut. Et Guilhem Carayon. Salut Guilhem. Salut. On est ici pour parler de culture française. Est-elle en danger? Est-elle en train d'évoluer? Suit-elle un cours qu'on a envie de garder ou prend-elle un chemin qui fait peur aux gens? Nous sommes ici pour y répondre. Je vous poserai du coup cette question de manière très brute et on développera après avec différentes questions, mais la culture française est-elle en danger? Danny, tu peux peut-être commencer. Non. Non? Bah, mais je pense même une des grandes forces de la France, c'est justement sa culture qui brille à l'international, qui brille depuis maintenant des siècles. Je pense que c'est l'un des aspects de notre pays qui est le moins en danger, quoi. Guilhem, est-ce que tu as un avis un peu différent là-dessus? Moi je pense que oui, elle est en danger parce qu'elle a complètement changé. Et on a cette espèce d'impression que la culture serait la même qu'il y a 50 ans, que ce serait la même que celle de nos parents et nos grands-parents. Alors que c'est complètement faux. En réalité, on a eu une importation du modèle américain à travers le mode de consommation, à travers la gastronomie. Et tout ça, ça a fait que notre culture a été bouleversée. Il y a aussi l'importation du modèle asiatique en ce moment, avec des générations qui n'ont plus du tout la même culture. Et moi, je pense que si les Français ne défendent pas leur culture, il n'y aura personne pour la défendre. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui doivent trouver cette vocation de défendre le patrimoine français, la culture française, qui est très vaste et qui a toujours été exceptionnelle. Bah, t'as raison sur le fait que la mondialisation et tout, ça a changé, il y a eu des impacts dans la culture française. Et non, moi, elle me semble même particulièrement forte en ce moment parce que ce qui, pour moi, est un vrai changement culturel important ce qui explique pourquoi le monde ne ressemble plus à celui de 50 ans, c'est Internet et aussi le fait qu'aujourd'hui, les classes populaires, dont moi par exemple je viens, puissent s'exprimer grâce à Internet. Ce genre de format-là qu'on fait aujourd'hui, tous ces trucs-là ont fait qu'une nouvelle population s'est exprimée. Je pense aussi au rap, le rap français qui est reconnu mondialement, qui a des qualités littéraires, etc. et qui, pour moi, poursuit la grande tradition littéraire française. On peut penser à la chanson française, tu vois, genre à Brel, à Brassens, etc., Renaud, dont beaucoup de rappeurs se revendiquent pour continuer cet héritage. Et cet héritage-là, il vient aussi de Victor Hugo, etc. Donc pour moi, c'est en pleine continuité. Et il faut penser que là, c'est 2019, Lajli, Les Misérables, qui a été le César du meilleur film et qui a gagné des prix à l'international et qui, moi je trouve ça fabuleux que quelqu'un comme Hideo Kojima, tu vois, qui est un créateur de jeux vidéo japonais, dise bon bah cette année il y a 2 films à retenir, c'est Parasite, donc d'un coréen, Corée du Sud, voilà, et Les Misérables. Et en fait là tu te dis bon bah la culture française elle a encore de beaux jours devant elle, quoi. Les Misérables qui avait été comparé à La Haine, le film de Mathieu Kassovitz, est-ce que toi, tu vois une évolution, par exemple, entre Les Misérables et La Haine, et plus globalement, entre Renaud ou Cabrel et le rap français?
Moi, je pense que c'est un peu hypocrite que toute la bien-pensance, toutes les élites aillent dire sur les plateaux télé, sur les médias très bien-pensants, style Télérama, que le rap aujourd'hui serait la même chose que Brel il y a 40 ans, ou que des artistes qui ont fait des choses exceptionnelles. Il n'y a pas le même travail, je pense. Je pense que c'est pas le même niveau d'expression, c'est pas le même niveau de langage. Tu vois, il y a une enquête qui a été publiée il y a quelques semaines qui a montré qu'il y avait 10% des Français qui parlaient avec seulement 400 ou 500 mots. Donc en fait, ça montre tout le naufrage de la culture française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le même vocabulaire, il n'y a plus la même culture. Il y a juste à regarder les vidéos INA, je ne sais pas si vous connaissez. Tu vois le niveau d'expression des jeunes qui avaient 10 ans il y a 40 ans, mais ça n'a rien à voir avec le même niveau d'expression, avec le niveau d'expression des jeunes aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a un recul de la culture dans le sens où Internet, la mondialisation de manière générale, a complètement changé nos structures de vie. Et de fait, on ne s'informe plus de la même façon. Aujourd'hui, on s'informe via un titre d'article. Avant, on lisait l'article. Avant, on lisait des bouquins. Maintenant, les gens ne lisent plus. Et ça a des conséquences dramatiques en fait sur le niveau intellectuel, sur le débat intellectuel aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. Le débat intellectuel à la télé, il n'a aucun sens. Enfin, c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose. C'est des gens qui n'ont aucune culture. Même le niveau de la classe politique. En 1958, De Gaulle nomme André Malraux au ministère de la Culture. Derrière, André Malraux crée les maisons de la culture. Il y avait une culture qui était portée par la classe politique parce que pour eux, c'était un enjeu, ça échappait en fait à la logique du marché. Après, tu as eu Pompidou, par exemple. Pompidou, qui était un mec extrêmement cultivé, qui a écrit une anthologie de la poésie française, qui aimait la poésie, qui aimait la littérature. Moi, je pense que depuis une vingtaine d'années, on a une classe politique aujourd'hui qui a complètement délaissé le champ culturel et qui voit la culture comme quelque chose à l'intérieur du marché. Alors que pour moi, la culture, elle n'est pas quantifiable. Elle n'obéit pas aux lois du marché. On ne peut pas couper tout le temps, pour des raisons budgétaires, les vivres à la culture, alors même que la culture, c'est quelque chose qui permet l'enrichissement personnel, l'épanouissement personnel. Et je pense qu'on a trop négligé ça, et la classe politique en premier. Je te rejoins sur les élites qui aujourd'hui sont totalement incultes, mais même on se souvient de Sarkozy, Princesse de Clèves, je crois c'était ça, on se souvient de tous ces moments-là, ou même Macron qui nous a fait son petit jeu d'acteur de « je viens, j'aime le théâtre », etc. Et au final on voit aujourd'hui ce qui se passe pour les gens qui sont dans les théâtres ou dans les concerts, etc. et les difficultés dans lesquelles se retrouve en ce moment le monde du spectacle à cause du Covid. Mais ça, je te rejoins totalement. Par contre, justement, je trouve que c'est l'un des bouleversements qu'on vit en ce moment, c'est que la culture, certes, les élites n'investissent plus dedans, n'y croient plus. Je pense qu'ils ont oublié même, l'intérêt qu'il y a à avoir un soft power puissant, à pouvoir justement étendre sa culture, la transmettre à travers le monde, parce que c'est ça qui, pour moi aussi, fait une civilisation puissante. Et j'ai l'impression qu'ils ont oublié ça parce qu'ils ne pensent, comme tu le dis, que marché, etc. Et que c'est la jeunesse populaire qui arrive sur Internet, qui arrive par le rap, qui arrive par les changements musicaux. Et je trouve que ça me fait rire de dire qu'il n'y a pas de culture aujourd'hui, alors qu'en vrai, peut-être même, il n'y en a jamais eu autant, peut-être même trop, mais parce que entre le streaming, donc que ce soit de la musique, de la vidéo, tout le monde s'échange sur tout. Je connais des tas de youtubeurs passionnés sur tous les sujets, que ce soit des sujets par exemple sur des régions françaises. Je pense à Avenir qui a fait des vidéos incroyables sur les régions françaises, sur l'agriculture, etc. Sur le jeu vidéo, on peut penser à Joueur du Grenier, il y a sur tous les sujets, quoi. Même sur, je sais pas, je veux acheter une nouvelle cigarette électronique, il va y avoir 3 chaînes françaises qui vont m'expliquer qu'est-ce que je dois prendre, de passionnés, qui sont très méticuleux. T'as ça sur le vin, t'as ça sur la gastronomie, justement, il n'y a jamais eu autant de culture et elle est plus produite par ces élites-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils s'en séparent, mais je trouve pas que ces gens-là ont perdu. Et moi, les arguments de il y a moins de mots, etc., ça me fait rire parce que déjà, il suffit de voir comment les rappeurs écrivent. Après, peut-être Ils écrivent pas tous peut-être pareil aussi. Ah, ils écrivent pas tous pareil. Il y en a qui sont plus dans la... en fait, de toute façon, c'est l'exercice poétique. Il y en a pour la poésie, ça va être l'alexandrin, les phrases complexes, techniques. Là, on peut penser à Al Capote, on peut penser à je sais pas, Alpha One. Il y en a d'autres, ça va être la concision. Ça, c'est aussi dans la poésie, c'est un des exercices les plus importants, la concision, d'arriver avec un mot, avec juste très peu de choses. Genre, je pense à Baudelaire, tu vois, les petits poèmes en prose, qui est là, là-bas, les jolis nuages, les jolis nuages. Je sais pas, PNL, par exemple, pour moi, ils font cet exercice de concision, te transmettre des émotions pas possibles. Et je me dis aussi ça, toi, t'es jeune, t'as l'air d'aimer la France, de ce que je comprends. Quand tu as vu PNL sur la Tour Eiffel, ça t'a pas fait quelque chose. C'est un symbole
qui a été vu par le monde entier et qui a été reconnu par le monde entier et qui a donné, voilà, plein de gens rêvent de Paris, quoi. Aussi grâce à ça, grâce à ce clip. C'est un clip qui est très très beau et je trouve que, enfin, après c'est le débat, c'est de dire il y a de l'art majeur, de l'art mineur, c'est revenir à Gainsbourg, mais justement Gainsbourg, Al Capote, il les cite en référence, donc pour moi ça suit cette tradition-là. Peut-être que t'aimes pas l'évolution, que cette culture-là te parle moins que la culture d'il y a 50 ans, mais moi elle me parle par exemple, je la trouve hyper pertinente, je la trouve puissante et surtout elle vient en mode mais vas-y, on emmerde justement ces élites-là qui ne pensent plus qu'au marché financier, etc. Et on vient imposer nos codes, notre culture, et on arrive avec une voix qui avant n'existait pas. Parce qu'en général, pour faire de la chanson, pour faire de l'art, du cinéma, c'était des milieux réservés à des classes plutôt bourgeoises, plutôt académiques, il fallait suivre des études, etc. Aujourd'hui, n'importe quel pignouf avec une caméra YouTube, il peut organiser un débat. Je ne dis pas ça pour toi. Je me mets dedans aussi. Ou même des iPhones et des micros. Mais du coup, je vous propose la question, est-ce que PNL sur la Tour Eiffel, ça peut être une fierté française, culturellement ? Bah, pour moi, en fait, ça pourrait l'être à partir du moment où PNL fait rayonner la culture française. C'est pas le seul fait qu'il aille sur la Tour Eiffel pour que ça fasse briller son œuvre. Le but, c'est qu'en fait, son œuvre fasse briller les autres, fasse briller ceux qui l'écoutent. C'est ce qui se passe. Moi, je pense pas. Moi, je pense que la culture, en fait, c'est le reflet d'une civilisation. Et à partir du moment où la culture est de bon niveau, une civilisation brille. Aujourd'hui, notre civilisation, elle brille absolument pas. Il y a une enquête qui a été montrée qui s'appelle l'enquête Teams, il me semble, qui est sortie il y a 2 semaines et qui parlait du niveau en mathématiques des élèves français et des élèves du monde entier qui sont en CM1 et en 5e. Et cette enquête, elle a montré qu'on était le dernier pays européen. Donc en fait, au-delà des mathématiques, qui n'est pas forcément une science très liée à la culture, parce que c'est une science dure, ça révèle en fait le naufrage, à mon avis, de l'enseignement français, de l'éducation nationale. Moi, je pense typiquement après ça, le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, il aurait dû rendre des comptes aux gens. Il est dans le monde de l'enseignement supérieur depuis une 20aine d'années. Il devrait avoir honte de ce naufrage, qui est un naufrage collectif, parce qu'en fait, le fait que la culture aujourd'hui soit de ce niveau-là, le fait que les élèves, les enfants de France aient un niveau aussi mauvais, ben, ça montre que les générations qui vont suivre après ne seront pas à même de relever le pays. Et c'est pour ça, moi, je pense que la culture, en fait, c'est le moyen en fait, d'illustrer le mieux une civilisation. Et aujourd'hui, si la culture, comme tu le dis, rayonne autant, pourquoi notre civilisation est aussi décadente et pourquoi elle brille aussi peu ? Il y a d'autres raisons. Alors, si je peux parler à ta place, moi, je pense que ce que tu exprimes aussi, c'est une forme de relativisme culturel où, avec la mondialisation, peut-être que beaucoup plus de cultures se mélangent. Et donc, du coup, peut-être que tu trouves que cette culture est moins française et plus mondiale. Et donc, du coup, je te pose la question, Dany, la culture dont tu parles, dont tu es fier, est-elle totalement française ou est-elle aussi mondiale ? En fait, moi, j'en suis fier aussi parce que la mondialisation est un phénomène qui touche tous les pays. Je crois que la France n'est pas le seul pays à être touché par la mondialisation, c'est le principe d'ailleurs. Évidemment. Mais que justement, le fait qu'elle arrive à rester aussi forte, à faire aussi en plus, je sais pas, même rêver des gens, à fasciner des gens à travers le monde et à avoir même des messages. Je pense, je sais pas, la philosophie des Lumières. On a plein d'héritages philosophiques, littéraires, etc. qui continuent d'imprégner le monde entier des artistes à travers le monde. Et qu'elle arrive à rester aussi forte, voire même à jouer un rôle, parce que nous aussi dans la mondialisation, comme je le disais, je vais au Japon, l'influence de la France, je la sens au Japon, à la base c'est une île insulaire le truc quoi. Faut quand même se rendre compte que ça a été jusque là et que y a cette admiration, il y a cette envie de s'ouvrir, et c'est partout dans les autres pays, tu arrives à toujours, n'importe quel pays où tu vas dans le monde, je pense que tu as des références au français, d'ailleurs je crois que la langue française, je sais plus, c'est la 3e la plus parlée dans le monde, la 4e, je sais pas. 4e ou 5e. Il y a une vraie influence, et justement moi je la vois par rapport peut-être même à d'autres pays qui ont plus de mal ou qui finissent par se conformer à certains modèles et tout, elle arrive vraiment à substituer. Et je pense aussi, après j'ai cette lecture-là, alors bon, là on rentre un peu plus dans l'anthropologie ou quoi, mais c'est cette lecture aussi de se dire que la France, ce qui fait sa force, ce qui fait son cœur, c'est que c'est une terre d'adaptation, que ce soit entre protestants et catholiques qui se mélangeaient à une certaine époque, ou que ce soit aujourd'hui où il y a différentes cultures, différents territoires, qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs, pas forcément les mêmes convictions, qui se mélangent. Et cette diversité, ça crée quoi ? Ça crée une dialectique très forte, ça crée bien sûr des problèmes politiques, ça crée des luttes, ça crée des rapports de force, mais ça crée du coup au final un peuple soudé, fort, puissant. Et moi j'ai l'impression qu'en ce moment on essaye de le séparer, alors que comme toi, l'analyse que je fais de l'abaissement du niveau général, etc., je le vois de comment l'école est traitée, que l'éducation nationale, il y a plein de problèmes, il y aurait des choses à résoudre,
à repenser. Et justement, je me dis que c'est pas mal que les jeunes qui actuellement à l'école se sentent pas forcément, sont peut-être trop par classe, en plus avec le Covid et tout, je n'ose même pas imaginer ce que c'est d'être au collège en ce moment ou au lycée, ça doit être un enfer, ça doit être hyper difficile, etc. Que le soir ils rentrent, ils regardent YouTube, ils s'informent, et moi tous les jours j'ai des gamins, même de 15 ans, qui me disent je regarde tes vidéos, je me suis mis à lire Camus, je me suis mis à lire Nietzsche, je me suis mis à machin, et en même temps j'adore le rap, et c'est trop bien, merci d'avoir dit que Miro est nietzschéen, ça me permet de faire des liens, j'ai été voir. En fait ils sont curieux de ouf, et peut-être c'est pas l'école, là, l'éducation nationale qui est en train de réussir ça, mais justement, Internet, l'éducation populaire, il y a d'autres choses qui se sont créées pour compenser, quoi. Mais moi, justement, ce que je reproche à ta vision, c'est que c'est la même, à mon avis, que l'éducation nationale, dans le sens où l'éducation nationale, aujourd'hui, elle part du principe qu'il ne faut plus transmettre des connaissances. Il faut que chacun formule sa propre façon de penser, et ça nécessite de s'ouvrir à plein d'autres cultures. Par exemple, je sais pas, la culture rap, plein de cultures, la culture manga. Et moi, je pense, contrairement à cette vision, qu'il faut toujours une culture commune forte. Il faut transmettre des connaissances de génération en génération parce qu'il faut un socle minimum de connaissances qui permet en fait à une génération de progresser. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on est trop dans une ère de l'ultra-créativité, alors qu'en réalité, il faut d'abord transmettre la base avant de vouloir transmettre les accessoires. Moi, c'est ma vision des choses. Et je pense que l'éducation nationale... mais la base, elle fonctionne. Comment tu deviens un Mais créateur? non, la base, tu regardes des œuvres d'art. La base, elle fonctionne pas. Il y a 20% des jeunes de 18 ans aujourd'hui qui n'arrivent même pas à écrire correctement. La base, elle fonctionne pas. Les gens aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, ont des graves problèmes de lecture, ont des graves problèmes. Ils n'arrivent même pas à lire plus de 3 lignes avant d'être déconcentrés. Moi, je pense que justement, l'hyperconnectivité... Par exemple, dans les rappeurs, il y en a certains qui ont témoigné que... je sais pas, attends, c'était quoi déjà Nino, et dire que ma prof de maths pensait que j'étais bête. Il le dit avec fierté, en mode vous croyez que je sais pas écrire, en fait je sais écrire. Vous croyez, parce que c'est pas parce que tu as un mauvais niveau, et ça d'ailleurs c'est peut-être lié à des conditions sociales, c'est peut-être lié aussi à l'école, comment elle enseigne les choses, à des mauvaises méthodes éducatives, ça peut être lié aussi tout simplement, je sais pas, la personne peut avoir des difficultés d'apprentissage de la langue, parce que peut-être même, je sais pas, ses parents parlent pas forcément super bien français, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui peuvent expliquer aussi que certains ont des difficultés. Il y a aussi un truc, moi par exemple, j'ai une difficulté, j'ai beaucoup de mal à écrire avec un crayon. Ça m'a posé beaucoup de problèmes lors des contrôles, parce que les profs me saquaient, me disaient tu ne sais pas écrire, tu baves, c'est dégueulasse, on m'enlevait des points juste parce que je ne savais pas écrire. Depuis qu'il y a des claviers, plus personne ne dit que j'écris mal. Tu vois, parce que c'est tout con, mais je suis content que les claviers ont été inventés parce que ça me permet de montrer aux gens que je sais écrire en fait. Tu vois, c'est pour ça je pense pas que tu peux juste dire ça. Et au niveau créatif, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être un créateur? Moi je connais plein d'artistes autour de moi, ils regardent que des trucs et on vit une époque qui est compliquée. Moi la mondialisation, j'ai un regard très critique aussi dessus. On vit une époque qui est très compliquée à cause de ça, machin, mais il y a un truc qui est formidable dans cette époque, c'est que justement, j'ai accès à des cultures, mais combien d'hommes sur Terre ont eu accès à la grandeur de tellement de cultures? J'ai accès à la culture de la Corée, à la culture du Japon, à la culture américaine, à la culture allemande, à la culture française, à des cultures africaines. C'est formidable en fait. Tu vis, tu peux découvrir des artistes et ça t'ouvre l'esprit. En tant que créateur, tu as besoin de t'inspirer, tu vas pas faire tout le temps la même chose. Là où je pense qu'il y a un clivage fondamental entre nos deux façons de penser, c'est que moi je pense qu'en France, on doit avoir une culture nationale forte. Et la pluralité de cultures qui sont issues de personnes issues de l'immigration et donc qui ont imposé des cultures, je pense qu'elle est mauvaise. Et en fait, ça reflète toute l'histoire de France. Ils ont imposé des cultures? Oui, évidemment, il y a des quartiers de France. Français, ils citent Renaud. Non, mais il y a des quartiers de France dans lesquels la culture française n'est pas forcément respectée. Tu vois, c'est un exemple tout con, mais le jambon beurre aujourd'hui, il a été remplacé par d'autres plats, par le burger, tu vois. Et c'est vrai, la culture française aujourd'hui, elle est américain dans ce cas-là. Moi, je pense complètement qu'il y a eu une importation du modèle américain sur la France. Faut pas, c'est pas d'accord, c'est pas lié à l'immigration, mais c'est lié à la mondialisation plutôt. Je comprends que peut-être tu peux dire que dans certains endroits ça mange plus des kebabs que des jambons beurre, mais les kebabs du coup c'est quoi? C'est turc, c'est grec? Comme on dit, nous on disait un grec quand on était jeune, on va manger un grec, tu vois. En fait, moi je pense que l'histoire de France elle a toujours été marquée par cette recherche d'uniformiser la culture pour avoir une culture nationale forte. Et c'est pas né hier. En réalité, Machiavel, philosophe au moment de la Renaissance, disait « Quand je vais en France, j'ai l'impression de voir un même caractère français, que les cultures sont hyper uniformisées. »
Louis XIV, par exemple, et la politique qu'il avait menée, c'était en gros d'uniformiser les comportements. Et quand il y avait, par exemple, je ne sais plus quel département, je crois que c'était le Roussillon, il avait fait en sorte que les habitants du Roussillon qui venaient de devenir français s'habillent à la française. Parce que pour eux, c'était un moyen de s'incorporer à la civilisation. Et en fait, ce n'est pas le rejet des autres cultures que moi j'espère, mais c'est simplement le fait que tout le monde s'adapte à la culture locale, à la culture nationale, parce qu'elle doit être forte, parce que en fait, ça permet le lien social. Ça permet aux gens de partager quelque chose. Tu vois, je pense à Renan, par exemple, Ernest Renan, qui disait la nation, c'est quoi? C'est une collectivité d'intérêt. C'est une communauté d'intérêt. C'est une communauté de pensée. Et je pense que les gens doivent être liés. Bah non, parce que toi, tu vantes en fait les mérites de la pluralité de culture. Le rap, par exemple, ça vient des États-Unis. Tu vois, c'est un mouvement musical, le hip-hop, d'ailleurs, plus généralement, parce qu'il n'y a pas que le rap. C'est venu, ça a touché quoi? Ça a touché quelques jeunes qui s'intéressaient à cette culture américaine c'était une sous-culture dans les années 80, tu vois. Ça arrivait comme ça, il y a quelques jeunes qui faisaient du graphe, qui faisaient du hip-hop, qui s'habillaient avec des jeans larges, etc. Et bah après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce modèle-là, qu'est-ce qu'on en a fait nous les Français? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ces jeunes-là? Ils ont transformé ça en un truc vraiment totalement américain, avec des codes totalement américains? Non. Ils ont transformé ça avec des codes français. Il y a des influences, par exemple, dans la mode. On dit, tu sais, il y a pas mal cette phrase qui tourne que la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Et notamment, un des effets de la mode, c'est que, à la base, le hip-hop, c'est plutôt jean large. Et parce que c'est lié tout simplement à l'univers du basket, qui est très lié à l'univers du hip-hop, etc., au milieu du skate, etc., ce genre de trucs. Et en France, ces cultures-là sont moins développées que celles du foot. Et le foot, c'est les joggings, on connaît, c'est large au niveau des hanches et c'est serré au niveau des mollets, ce qui est pratique pour faire du foot. Et comme la culture française est beaucoup plus axée sur le football, et je pense qu'on peut être fier du football, rappelle qu'on a quand même gagné une Coupe du Monde. Hein. C'est pas mal en vrai en termes de puissance. Non, c'est vrai. Bravo les Bleus. Bah oui, moi Zidane, tout ça, c'est des. Mbappé, tout ça, tu vois, c'est des. Moi, je suis hyper fier de ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais du coup, je reviens juste pour terminer mon petit truc sur la mode. Et en fait, ce truc-là a fait que cette coupe-là est devenue un peu la coupe que tu as dans la mode et qui inspire aujourd'hui. C'est-à-dire que les Japonais, ils se sont mis à porter des Asics, qui à la base est une marque japonaise, parce que c'est des Français qui les portent avec style. À la base, eux, c'est un peu leur Décathlon. Ils n'ont pas spécialement envie de les mettre. Mais vu qu'il y a plein de rappeurs français qui portent des Asics, parce qu'ils kiffent le délire, le côté sport, et le fait que c'était une marque pas chère, et donc c'est un truc populaire qui a explosé, on peut penser à Décathlon, la marque Décathlon aussi, tu vois, dans l'univers de la mode. Décathlon, c'est un grand groupe français, on pourrait considérer que c'est une fierté française, tu vois, au niveau du fait qu'elle a été un peu partout. Et pendant longtemps, s'habiller en Décathlon, moi je le sais, j'étais habillé en Décathlon quand j'étais jeune, t'étais un peu un loser si t'avais pas du Nike, du Adidas et que t'avais du Décathlon. Et aujourd'hui, les rappeurs, ils sont en mode, Quechua, quoi. Ils sont en mode, vas-y, c'est Décathlon parce qu'ils disent, tiens, c'est marrant, petit, j'avais honte d'aller à Lidl, et maintenant, c'est Lidl qui est à la mode. Donc c'est aussi les classes populaires qui, pour moi, font de la culture, et ça historiquement aussi, ça se voit à travers le temps. Et je trouve que là, on vit une époque formidable, c'est qu'en plus, ils peuvent se séparer, ils peuvent avoir leurs propres moyens de production, notamment grâce à YouTube, grâce au streaming, grâce à l'évolution de tout ça. Et ça fait que cette culture-là est en train d'émerger et de remplacer une culture peut-être un peu élitiste, coincée, qui n'arrive plus à comprendre son monde. Je crois que les élites aussi, elles sont totalement en décalage avec ce qui se passe avec ce monde-là. Mais l'esprit français, pour moi, il est suffisamment fort pour rester. Et la preuve, c'est que, par exemple, le rap américain, moi j'aime bien le rap américain, mais je vais pas chercher, il y a des artistes qui le font, hein, mais je vais pas chercher de la profondeur dans les paroles dans le rap américain. Par contre, ce qui m'a toujours marqué dans le rap français, et notamment dans ses débuts et encore aujourd'hui, c'est que le format du rap conscient, d'écrire des phrases, de balancer de la philosophie, des réflexions, d'avoir aussi des critiques politiques très fortes, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des élites, vis-à-vis de l'école, etc. D'avoir même de la mondialisation ou de la fin du monde, je pense à Vald qui parle énormément de ça, tu vois. Genre d'avoir tous ces trucs-là, pour moi ça fait partie de l'identité française. Et souvent en plus c'est des cancres à l'école, hein. Donc ils n'étaient pas bons à l'école, mais au final ils réfléchissent mieux que certains qui ont eu, comme tu le sais, qui ont eu des excellentes notes, des super parcours scolaires, et qui aujourd'hui sont limite, je sais pas comment dire, lobotomisés pour faire de l'argent, et qui ne comprennent plus rien. Si je peux poser la question peut-être différemment, c'est que ce que tu vends comme une culture absolument disponible partout, ça peut aussi créer une forme de darwinisme culturel où ceux qui iront chercher l'information la trouveront, mais que peut-être beaucoup ne la chercheront pas et du coup seront réduits peut-être à être plus démunis culturellement qu'il y a 50 ans.
Ouais, juste sur la question des élites, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je pense que les élites aujourd'hui elles entretiennent cette propagande de certaines, enfin elles aident en fait, elles nourrissent certaines cultures que toi tu penses stigmatiser, en tout cas pas aider. Tu vois par exemple ça fait penser à Angèle. Angèle elle chante je serais pas écoutée à la radio. Elle pense qu'en fait, elle pense que sa vision de défendre toutes les minorités c'est pas la vision dominante, alors qu'en réalité, les élites, elles raffolent de ça. Les élites, aujourd'hui, elles défendent ce modèle de, en gros, des minorités pour remplacer la majorité. Oui, mais est-ce qu'Angèle est une minorité, sachant qu'elle est fille de musiciens et qu'elle vient de Belgique? Oui, mais elle en joue justement. Bah, elle en joue plus sur l'angle féministe déjà, donc c'est autre chose, tu vois. Elle joue pas sur le côté. Ouais, mais c'est hypocrite. C'est hypocrite, moi je trouve. Bah si, parce qu'elle défend. Enfin, c'est. Non, mais elle joue pas. Elle dit pas que c'est une prolo elle est pas en mode. Je suis pas en mode. Non, mais elle défend. Je défends les banlieues ou quoi. Angèle, elle est en mode. Bah, je défends les femmes à s'habiller comme elles veulent, etc. Et elle est dans ce truc-là. Après, moi, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un peu pop, c'est un peu lisse, etc. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Bien sûr. Mais termine ce que tu disais sur Angèle et du coup. Moi, je pense justement qu'en fait, il y a des gens qui défendent des minorités, qui ont une vision très idéologique et qui sont aidés par des élites qui font de la propagande. Netflix, par exemple. Netflix, qui est aujourd'hui la plateforme incontournable quand tu vas regarder un film. Ils profitent de leur notoriété, ils profitent de leur superpuissance pour diffuser une opinion politique qui ne correspond pas forcément à celle de la majorité, qui ne correspond pas du tout à celle de la majorité. C'est-à-dire, par exemple, ils ont une catégorie LGBTQ. Ça, par exemple, c'est pas ce que pense la majorité. On n'a jamais demandé au peuple s'il voulait que la plateforme qui diffuse des films fasse de la propagande politique. Et moi, je pense que ces élites, en fait, elles ont entretenu un peu cette culture que certains pensent stigmatisée, un peu critiquée par les élites. Appellent Netflix et leur disent vous mettez Netflix fait partie des élites. Oui, non, mais c'est Netflix des élites américaines. Mais tu sais, par exemple, non, mais quand je parle des élites, ça recouvre en même temps la classe politique que les propriétaires de Netflix. Ouais, mais tu vois, le système un peu mot valise, donc c'est pour ça. Mais après, je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. Et pour te répondre sur le truc LGBT, par exemple, c'est dénoncé. Dans certains mouvements LGBT, c'est vachement dénoncé ce que fait Netflix. Notamment, c'est quoi le terme qu'ils utilisent? Parce que là, pour le coup, c'est un terme américain aussi, puisque ça a été vachement dénoncé via les gender studies et machin. C'est le pinkwashing, tu vois. Le fait que des marques, évidemment, vont dire « Ah, regardez, on est hyper woke, hyper progressif, parce qu'on a mis un homosexuel dans notre série, parce qu'il y a ceci ou cela. » Bon, en vrai, il y a aussi plein de gens qui en ont marre, des LGBT qui sont en mode à chaque fois, ça me saoule. Ça peut être insultant aussi, cliché, même pour ça la peut être communauté. insultant. Et moi, sur Netflix, j'ai regardé, il y a des séries LGBT qui sont pitoyables, genre c'est cliché, je trouve ça nul. Et il y a des trucs où les personnages sont hyper bien faits, et ils sont pas limités à leur orientation sexuelle. Tu vois, comme d'habitude, le problème de la culture, c'est que c'est difficile de réussir une œuvre d'art. Donc c'est logique que sur 90% des trucs qui sortent, notamment quand c'est de la production industrielle, et ça les États-Unis, on le sait, sont très forts, et c'est leur soft power d'ailleurs, ils sont très très forts de balancer en permanence des séries, des machins, des trucs. Là c'est sûr que tu as plus de trucs qui sont mauvais, mais il y a aussi des séries sur Netflix qui sont critiques même d'ailleurs, tu vois, de l'américanisation du monde, de l'Amérique, qui peuvent même être critiques je sais pas, là récemment je regardais Prime sur Amazon Prime, qui n'est pas Netflix mais bon c'est pareil, la série The Boys. Dans la série The Boys, ce côté-là que tu dénonces, le côté woke, le côté commercial, marketing, etc., la série se fout de la gueule de ça en permanence. Elle n'est pas juste en mode on va se moquer de l'Amérique de Trump. Au contraire, elle est en mode regardez comme il y a des déviances, comme il y a des choses qui vont pas, comme il y a une forme de décadence aussi morale, etc. Tu vois, encore une fois, j'ai l'impression que toi, tu veux limiter la culture à les élites, Télérama a mis en avant Angèle, donc toute la culture d'aujourd'hui, c'est de la merde. Mais sauf que la culture, c'est pas ça. Tu peux pas juste me dire il y a un truc qui est pas bien. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'Angèle, c'est pas la chose la plus incroyable qui existe musicalement. Mais il y a des tas d'artistes, il y a des tas de choses. Et quand tu vas dans le détail, il y a des trucs formidables. Et c'est comme ça qu'on se fait une culture. C'est comme ça qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on s'ouvre sur le monde, quoi. Ça a introduit à la troisième question que je voulais poser, qui est sur quels critères juger justement la culture du coup française? Justement, moi j'ai l'impression que la culture aujourd'hui, elle est de moins bonne qualité, elle est de moins bon niveau.
Sur quels critères les juger? La question de l'éducation nationale, pour moi, elle est hyper emblématique parce qu'en fait, elle révèle le niveau de culture d'un pays. Si les jeunes qui vont écouter du rap, qui vont suivre la culture dont tu parles, n'ont pas les bases de ce qu'on leur demande à l'école, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'évidemment, on peut réussir sans l'école, mais c'est pas la majorité, c'est pas la norme, quoi. C'est pas la norme. Il vaut mieux s'en sortir dans le système éducatif pour après s'en sortir dans la vie. La question de l'enseignement supérieur, pour moi, elle est hyper importante et elle reflète assez bien elle est très liée au sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture dans l'enseignement supérieur, la culture qui a été adoptée par l'enseignement supérieur, c'est de dire il faut faire une université de masse. Il faut faire rentrer tout le monde à l'université, il faut leur faire faire du cinéma, il faut leur faire faire du dessin, alors qu'en réalité, ce n'est pas des secteurs qui vont embaucher, ce n'est pas des secteurs dans lesquels il y aura du boulot derrière. Et donc en fait, on entretient un peu un imaginaire collectif où on fait croire aux gens que oui, il faut développer vos talents dans toutes les formes de culture parce que c'est aussi de la culture, c'est aussi de l'art, c'est aussi une très belle chose à apprendre. Mais en réalité, ils n'auront pas de boulot derrière. Et donc il ne faut pas en fait vivre dans ce fantasme de la culture. Parce qu'avoir un diplôme, ça donne du boulot aujourd'hui. En fait, tu vois, par exemple, sans diplôme, en tout cas, tu as beaucoup plus de difficultés à trouver un boulot. Bah oui, moi je pense que ne pas avoir de diplôme aujourd'hui, ça ne permet pas de s'insérer sur le marché du travail. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les jeunes prennent conscience qu'il faut étudier dans des secteurs qui sont utiles à la société parce que c'est là où il y aura du boulot et c'est là où ils vont permettre de servir la société. Mais après peut-être l'école, moi j'ai quitté l'école, j'ai fait quoi? J'ai terminé ma licence à la fac et après j'ai quitté, on va dire, le système éducatif. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que ça a énormément changé, mais en tout cas, moi, on m'a plutôt encouragé justement à aller dans une filière, par exemple S, à plutôt aller chercher des trucs d'ingénieur, etc. Et dans le côté manque de culture politique, on pourrait parler, si tu veux, bien sûr, de la fac de lettres où il y a un truc, mais c'est pas en fac de lettres où les gens ont moins de culture politique, ils en ont un peu, peut-être pas la meilleure du monde, mais ils en ont un peu. Par contre, j'ai plein de potes en école d'ingé, en école de trucs qui sont en mode, on fait de nous des robots, ou les écoles de commerce. Ce que tu dénonces des élites qui aujourd'hui n'ont plus de culture politique, etc., ça vient d'où? On le sait, là on est dans le 16e. Dans le 16e, ils ont quoi? Ils se tapent des 18 à Henri IV, ils rentrent dans des écoles de commerce, des trucs comme ça, et ça devient des macronistes. Tu le sais mieux que moi, je pense. Tu vois comment les gars y pensent, etc. Donc, est-ce que ça, c'est pas un problème de l'école? Et pour revenir sur l'autre truc, c'est que moi, quand j'étais à l'école, j'étais un cancre. J'avais beaucoup des difficultés scolaires. Alors, je tenais mal mon stylo, donc tu vois, j'étais mal barré. Mais en plus de ça, j'avais des grosses difficultés scolaires. Ça n'empêche que je pense quand même que j'ai reçu une éducation qui est pas mal, quand on compare à d'autres siècles ou à d'autres pays. On a quand même sur une éducation qui n'est pas non plus la plus mauvaise qui soit. Mais moi, à l'école, j'ai trouvé ça difficile. Comme j'avais des difficultés économiques et que j'étais dans un collège ZEP notamment, donc zone d'éducation prioritaire, donc on avait beaucoup de gens par classe et on avait pas mal de difficultés sociales et pour le coup il y avait un gros mélange qui n'était pas toujours hyper simple parce que tu avais plein de parcours de jeunes compliqués. Et donc c'était fatigant et les profs souvent sont jeunes et un peu inexpérimentés, donc en plus c'est assez difficile, les conditions sont dures. Je pense au film c'est pas le film de François Bégodeau, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais tiré du livre de François Bégodeau, Entre les murs, qui pour moi montre bien le problème, et d'ailleurs montre le problème sur toutes les couches, les problèmes pour les profs, les problèmes pour les élèves, les problèmes pour les femmes de ménage. Qui avait été primé au Festival de Cannes. Palme d'or d'ailleurs, encore une fierté française, notre cinéma quand même il se porte plutôt bien. Mais bref, moi j'ai vécu tout ça, et qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire? Qu'est-ce qui m'a donné envie de me cultiver? Le rap. Notamment, moi j'ai commencé pas mal le rap, j'ai écouté du rap parce que mon frère en écoutait, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Mais c'est Kerry James notamment qui m'a pas mal immergé dans le rap. Et c'est là que j'ai développé mes premières convictions politiques, et puis tout ce truc c'est pas parce que t'es banlieusard que t'es condamné à l'échec, ce truc de attention l'école aussi, dans les beaux quartiers, ils sont pas forcément plus intelligents que toi mais ils ont des meilleures notes parce que les conditions d'éducation sont pas les mêmes, etc. En fait, toutes ces réflexions-là m'ont permis de m'amener assez naturellement vers du Camus, vers de la philosophie, faire de la politique, et aujourd'hui je sais m'exprimer, j'arrive à écrire, parfois même mieux que des gars qui sortent de prépa que j'ai jamais fait, etc., et qui n'avaient pas mes résultats scolaires. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cette vision-là, c'est parce que moi je l'ai vécu. Je te raconte pas un truc qui n'existe pas, tu vois. Alors j'ai une question aussi dans ce cas-là. Est-ce que du coup on pourrait dire aussi qu'il y a dans ce cas-là peut-être un doute sur la francisation de certaines formes de culture, parce qu'on ne peut absolument pas contester le caractère français des textes et du rap de Kerry James, mais peut-on le faire pour quelqu'un comme Freeze Corleone
qui très clairement revendique son appartenance à l'Afrique et sa volonté justement de faire de l'argent en Europe pour le ramener en Afrique. Est-ce que ça serait de la culture française? Mais justement, moi, sur sur cette question-là, moi, je pense que, en fait, il faut se référer toujours à la logique d'assimilation et qui permet de forger une culture nationale forte. Le seul moment dans l'histoire de France où il n'y a pas eu ce modèle d'assimilation qui a été porté par les élites. Et d'ailleurs, Mélenchon disait que l'histoire de France est le produit de la créolisation. Donc en fait, il dit qu'il y a toujours eu ce mélange. Moi, je pense que non. Moi, je pense que la volonté des élites, ça a toujours été d'uniformiser les comportements pour permettre une culture commune forte. Et le seul moment, justement, où il n'y a pas eu ce modèle d'assimilation qui a été respecté, c'était dans les colonies françaises. Il y avait à Saint-Domingue un règlement qui disait, en gros, aux autochtones, aux gens de couleur, vous ne pouvez pas vous habiller à la française. Et donc à partir du moment où en fait, on a refusé ce modèle d'assimilation, c'était pour des logiques racistes, parce qu'ils voulaient que les autres fassent sécession, ne soient pas entre eux. Et donc moi je pense que la seule condition en fait, pour permettre l'unité nationale, c'est qu'il y ait une culture nationale forte. Et donc quand tu parles de cultures qui peuvent être issues d'autres pays, ben, moi je pense justement que les Français, s'ils ne sont pas là pour défendre leur culture, personne ne les défendra à leur place. Et donc si on veut qu'il y ait un héritage culturel qui soit transmis de génération en génération, il faut que notre génération elle prenne aussi conscience qu'elle doit transmettre sa culture. Et quand on parle de cultures qui sont héritées d'autres pays, bah évidemment, c'est pas la nôtre. Et donc, on peut essayer de l'insérer, de l'incorporer, mais ça restera pas la nôtre. Et dans ce cas-là, c'est la dernière question auquel tu as partiellement répondu, mais qui est un peu l'ouverture de ce débat, et on va conclure là-dessus. Faut-il une culture forte, une seule pour tous, ou faut-il, à l'inverse, une pluralité des possibles? Pour moi, une culture forte, c'est une culture où il y a quand même de la pluralité, tu vois. Moi, contrairement à toi, je pense pas que ça crée un énorme problème, tu vois. Au contraire, moi, justement, j'ai grandi dans un truc où je sais pas, par exemple, une des convictions, qu'on soit bien d'accord, de la République française, c'est la laïcité. C'est une des choses qu'on a acquises dans l'histoire. Je sais pas si toi, tu remets la laïcité en question ou si c'est un truc qui t'intéresse pas. Mais moi, ça m'a permis j'ai mangé dans des familles catholiques, dans des familles protestantes. J'ai découvert que c'était pas forcément la même chose. D'ailleurs, dans l'histoire de France, on sait qu'il y a des petites embrouilles entre les deux. J'ai mangé chez des juifs, j'ai mangé chez des musulmans. J'ai découvert des plats, parce qu'un plat du Sénégal, c'est pas forcément les mêmes plats que tu vas avoir, je sais pas, au Mali ou ailleurs, tu vois. Donc j'ai découvert des plats. J'avais aussi, bien sûr, il y avait aussi des Asiatiques, tu vois, des Chinois, des Coréens, etc. dans mon collège. Ça a fait aussi que j'ai découvert, des nouilles épicées, tu vois, des trucs comme ça, qui m'ont permis de m'ouvrir à tout ça, et ça a créé un échange. Et qu'est-ce qu'on avait en commun, tous ces gamins-là? C'était quand même une culture française qui était à nous, tu vois. Genre que ce soit le rap français, que ce soit aussi les références qu'on avait. Alors nous, quand on était jeunes aussi, bien sûr, il y avait des mangas, il y avait de la bande dessinée, il y avait Astérix, tu vois, mais il y avait aussi Naruto, parce que les trucs font partie. Et aujourd'hui, on est plutôt homogène, je pense. Notre génération a quand même kiffé Naruto, kiffé un peu le rap, kiffé ça. J'ai l'impression que c'est assez acquis, surtout chez les jeunes générations. Et on a réussi à faire ça. C'est pas tous les pays, on vit quand même en paix, c'est pas la guerre civile en France. On vit quand même en paix. La plupart des gens se mélangent. Je pense à, tu vois, Emmanuel Todd sur l'assimilation. Il dit que si notre modèle, il a plus réussi que par exemple les États-Unis où il y a eu de la ségrégation, des choses où il y a vraiment des ghettos de noirs, des ghettos de blancs, et on sait aujourd'hui les problèmes que ça peut leur poser, c'est aussi parce que nous, il y a eu des trucs où l'ouvrier blanc, il mange son casse-croûte avec l'ouvrier arabe, avec l'ouvrier noir, etc. Et en fait, ça fait que ces gens-là échangent, et ça échange des mots. Et tu vois, tu disais sur la richesse de la langue, en poésie, la richesse de la langue, c'est aussi les mots qu'on hérite des autres cultures et qu'on fait nôtre. Tu vois, je peux penser à paquebot, qui est devenu paquebot, tu vois, qui était un mot qui vient de l'anglais, qui est devenu paquebot. Aujourd'hui, il y a plein de mots, genre sum, qui à la base vient plutôt de l'arabe, tu vois. Sum, aujourd'hui, je connais pas un français qui dit pas sum, tu vois. Qui dit pas j'ai le sum, etc. Et qui est utilisé pour décrire quelque chose qui est différent du spleen. Et ça permet de faire une distinction supplémentaire. Ça enrichit la langue, ça enrichit la poésie, ça enrichit la France pour moi. Tu vois, tu parles d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, il dit aussi que la France est dans un état pré-insurrectionnel. Parce que la violence est extrêmement violente en France. Et pardon, il y a énormément de violence en France. Il y a il y a une personne qui se fait agresser tous les 44 secondes. Todd dit pas ça. Ça, c'est Zemmour qui dit ça. Non. Sur la violence, les 40 jours et tout. Todd dit pas, il sort pas ces raisons-là. Eh ben, tu te rends pas compte. Il faut sortir un peu de chez soi pour se rendre compte que la violence, elle est partout. Tu vis où, toi? Je vis entre Paris et La Loire.
pense que c'est une ville Parce du que sud. nous, la banlieue, on connaît bien, moi j'en viens et tout. Donc, moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent qu'il y a 40 agressions par jour. Bah, c'est des faits, c'est des non, faits. Mais c'est la moi, je te dis juste que le multiculturalisme. C'est peut-être toi qui regardes trop BFM TV. Mais moi, je pense. Bah non, je regarde pas BFM justement. Non, moi, je pense que le modèle. Regarde le crayon. Je pense que le modèle que tu défends, c'est un modèle multiculturaliste et qui est vecteur de violence. Parce que la seule façon qu'il y ait une cohésion sociale dans le pays, la seule façon qu'il y ait du lien social qui se crée, c'est justement que les gens partagent des choses, c'est qu'il y ait une communauté d'intérêt. Et le multiculturalisme, de tout temps, a toujours été un vecteur de violence, un vecteur de conflit, un vecteur de division. Le modèle américain est basé, le modèle anglo-saxon de manière générale est basé sur le multiculturalisme. Et on voit bien que dans ces pays-là, le multiculturalisme aussi. Du coup, c'est le mélange des cultures. T'es contre Dragon Ball Z ou t'es contre plutôt, je sais pas, l'islam qui s'initie C'est pas du tout ça la question. Moi, je suis contre le fait que il y ait des quartiers, il y ait de plus en plus de villes en France qui adoptent une culture qui n'est pas la culture française. Ah bon? Bah oui. Tu veux dire que dans les quartiers, ils font quoi? Ils écoutent du rap marocain? Bah non, ils écoutent du rap français. Mais c'est pas la question d'écouter du rap, la question c'est aussi le mode de consommation. La question c'est la gastronomie, la question c'est le mode de consommation, la question Ah oui, mais ils regardent quoi? Ils regardent des séries françaises, ils sont sur Twitter français, ils regardent le YouTube français, ils écoutent du rap français, ils lisent des livres français, ils s'inspirent de ça. Je veux dire, je sais pas, je pense à Medine qui met Victor Hugo sur sa couverture, ou Les Misérables, qui a aussi une référence à Victor Hugo. Pourquoi ils se reconnaissent d'ailleurs dans le message de Victor Hugo, à ton avis? Tu peux pas me comparer quand même Medine à Victor Hugo, c'est quand même pas le même niveau. Non, mais je t'ai dit qu'il fait une référence. Il fait tout le monde est capable de faire des références. Il fait des références à Nietzsche, oui, mais c'est pas parce que tu fais une référence. C'est pas parce que tu fais une référence. Ah non, mais il fait des bonnes références. Moi, philosophiquement, je t'assure que quand il fait des références, il sait ce qu'il raconte. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que tu fais une référence à la littérature que tu connais la littérature. En tout cas, vu comment il écrit, je trouve que lui, il s'inscrit vraiment dans cette tradition-là et je sais ce qu'il veut faire. Et pour moi, il fait briller. D'ailleurs, il fait aussi briller la Normandie, il fait briller le Havre, il en parle énormément. Ils ont toujours représenté ça. Il y a aussi ce truc de représenter soit la banlieue d'où tu viens, mais aussi la région d'où tu viens. Je pense à Orelsan qui a représenté aussi Caen. Tu vois, ou Big Flo et Oli qui représente Toulouse, etc. Il y a ce truc aussi. Ou Joule à Marseille, la bande organisée, ça a été un hit de ouf. Mais moi, je remets pas du tout en cause ça. Moi, je remets pas en cause la culture urbaine, la culture rap. C'est pas ça qui me pose un problème fondamentalement. Ce qui me pose un problème, c'est qu'il y a des endroits en France où les gens, tu peux peut-être les mépriser parce que c'est des gens qui sont hyper enracinés, c'est des gens qui sont attachés à leur territoire. Ces gens-là, aujourd'hui, ils galèrent parce que cette culture-là, ils n'ont pas envie de l'adopter. Et eux, ils ont l'impression qu'ils représentent la majorité et pourtant, cette majorité, elle n'est pas représentée. Mais comment ça, ils veulent pas l'adopter? Donne-moi un exemple concret. Comme je te dis, ils regardent quoi? Typiquement, le mec qui habite à Lavore dans ma ville, dans le Tarn, il n'a pas forcément envie d'avoir que des kebabs et de ne pas avoir de choix que de bouffer un kebab. Ça concerne le mode de consommation. Il n'y a pas que des kebabs en France. Il y a des kebabs, il y a des restos asiates, il y a des restos, je sais pas, du mexicain, tu peux manger. C'était une hyperbole. Oui, mais enfin, on peut toujours trouver des jambons beurre à peu près partout dans n'importe quel. Enfin, tu vois, moi, il y a un truc juste, tu vas à n'importe quel Carrefour Express, je sais que c'est la France. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, il n'y a vraiment pas ça. T'as des rayons vin qui font, on le sait, tu vas dans n'importe quel truc. Mais oui, mais le vin a toujours été le sommet de la gastronomie française. Mais du coup, ça va, quoi. On n'est pas en perdition. C'est pas parce qu'il y a un rayon bio, un rayon halal qui se sont installés que le rayon vin a disparu, en fait. Et quand il y a des cafés dans lesquels les femmes peuvent pas rentrer. Non, mais alors ça, par contre, ça vraiment, c'est des... On va clôturer. Ça, pour moi, c'est des caricatures, quoi. C'est tout, on était sur la culture. On refera ça pour un débat pour une autre fois. Merci beaucoup, Dany. Merci beaucoup, Guilhem. C'était un débat très, très intéressant. J'espère que ceux qui nous regardent ont apprécié et pourront se faire une idée. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous suivre dans vos activités futures? Moi, sur YouTube, Dany Caligula, mais sur nous, beaucoup en stream. Je stream sur Twitch. Ouais, sur Twitch, et je kiffe. Voilà. Et Guilhem, où est-ce qu'on peut te suivre la future? Le collectif Juventas, c'est un collectif de jeunes qui ont pour but de promouvoir les idées patriotes, les idées de droite, dans le débat public et sur tous les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à ceux qui ont regardé. Et puis, on se retrouve dans une semaine ou deux pour le débrief. Merci d'avoir regardé le crayon. Abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe.